Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série de suppléments, de notre série de Bada, avec lesquels nous espérons pouvoir donner non pas un, mais plusieurs visages à ces métiers, à ces artisans de la culture. Aujourd'hui, ce sera avec Jeanne Herry, la réalisatrice de Pupille. Dans Elle l'adore, son premier film, sorti en 2014, une esthéticienne mythomane, Sandrine Kiberlin, réalisait son rêve de groupie idolâtre, avoir tout à elle un célèbre chanteur, Aminette, et à succès, Laurent Lafitte. Sur les circonstances chaotiques de ce rapprochement qui allait de déboire en désastre, je renvoie nos auditeurs au film. Jeanne Herry est actrice, elle a mis en scène pour la Comédie Française au Théâtre du Vieux-Colombier un spectacle qu'elle a conçu à partir des échanges sur les forums d'Internet. Elle a publié chez Gallimard 80 étés, un bref livre sur les liens, sur ses liens d'affection avec les siens. En 2018, son deuxième film, Pupille, avec notamment Sandrine Kiberlin, Gilles Lelouch et Clotilde Mollet, a reçu un accueil chaleureux et ému. Il s'agit des premiers mois de Théo, un enfant né sous X, et de tout ce qui peut se mettre en branle pour que cette vie ne pâtisse pas d'être partie de travers. Il s'agit de tous ceux et de toutes celles qui s'y emploient. Il s'agit d'une femme dans la quarantaine qui avait postulé pour adopter avant que son mariage ne vole en éclats et qui n'a pas renoncé à ce projet. Il s'agit d'une assistante sociale, d'un assistant maternel, de tout un service dont Théo devient le souci, la crainte, la réussite, le centre. Jeanne Herry, bonjour. Bonjour. Nous allons, grâce à vous, essayer de suivre la fabrication d'un film. Ce film, c'est votre deuxième film, Pupille, qui est venu sur les écrans 4 ans après le premier. Elle l'adore. Votre premier film avait été bien accueilli. Est-ce que, pour la production du deuxième, est-ce que ça a joué? Est-ce que vous avez eu les mêmes producteurs? Et comment ça se passe quand on a une idée de scénario, voire un scénario, et que on veut le produire? Comment ça se passe pour vous? Oui, Elle l'adore avait été plutôt bien accueillie, y compris et ça compte dans le métier, je dirais, d'une manière un petit peu générale. Tout à fait, ça a tout à fait facilité la production du 2e. J'ai gardé, les mêmes producteurs que sur Elle l'adore. Sur Elle l'adore, j'avais trois producteurs, une productrice qui était là, qui avait développé le projet de Elle l'adore depuis des années à mes côtés et qui, s'appelle Sophie Tepper et qui est une femme super et qui avait du mal à monter le film en termes d'argent, on va dire, de trouver l'argent, en termes de production et on avait trouvé, Alain Attal et Hugo Sélignac étaient venus à la rescousse, on va dire comme ça et ils avaient produit le film tous les 3. Voilà. À l'issue de Elle l'adore, j'ai décidé de continuer mon travail, ma collaboration avec Alain Attal et Hugo Sélignac qui ont 2 structures différentes, qui ont Chifomi Productions pour Hugo et les Productions du Trésor pour Alain Attal. Ils sont donc en coproduction. 3 productions, c'était, beaucoup pour le premier, c'était trop pour eux. Ils trouvaient ça trop difficile, d'être à 3. Voilà, j'ai poursuivi avec eux, avec qui je m'étais, infiniment entendue et qui sont des très grands producteurs. Il se trouve que dès les derniers jours du tournage d'Elle l'adore, donc même avant que ce ne soit un film, à la cantine, ils m'ont tous les 2 dit, «Nous, on veut, entre guillemets, re-signer avec toi pour le prochain film tout de suite. On ne veut pas que ça dépende, en fait, d'un nombre d'entrées, d'un accueil, de ce qui se passe, la vie du film derrière, on verra bien. À l'issue du tournage, nous, maintenant, on aimerait bien toper là, tout de suite». Donc moi, j'ai dit: «Oui». Évidemment, sur le principe, il n'était pas question, là, tout de suite, sur un coin de table, de signer un contrat. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est parti, déjà. Donc je savais que, en gros, il fallait que je revienne vers eux avec une idée et qu'ils avaient envie de le faire a priori. Voilà. Et ça, ils me l'ont dit plusieurs fois parce qu'ils m'ont même dit: «Mais nous, on fait ce que tu veux faire. Alors évidemment, si tu as envie de faire Taxi 3 ou Taxi 8, on va parler avec toi pour savoir si c'est vraiment le meilleur projet à faire pour toi tout de suite.
Mais si tu veux faire Taxi 8, eh ben, on fera tout pour faire Taxi 8, en gros, voilà. Il se trouve que vous n'avez pas eu envie de faire Taxi 8, mais, Pas tout de suite, mais nous espérons que cette envie vous viendra, bien entendu. absolument. Le budget de Elle l'adore, c'était quoi? Elle l'adore, c'était ce qu'on appelle vraiment, ce que Pascal Ferrand a eu le génie d'appeler le film du milieu. C'est-à-dire que c'est un film qui est au milieu entre les petits budgets et les gros budgets. C'est-à-dire que ça a coûté, je crois, entre 5 et 6 millions. 6 millions, je crois. Le budget de Pupille par rapport à celui-là? Il est à peu près semblable, il était de 7 millions. C'était encore un film du milieu. Les films qui sont, dit-on, les plus difficiles à monter financièrement parce que justement, on pourrait croire qu'on pourrait les faire pour pas très cher, vu qu'il y a pas vraiment c'est pas des grosses productions dans le sens où il y a pas d'effets spéciaux, il y a pas des explosions, il y a pas et cetera et cetera. Mais ce sont des films, où on a envie d'avoir un peu de temps. Il y a quand même, bon an mal an, finalement pas mal d'acteurs, pas mal de décors, des scènes délicates à tourner et une envie de pouvoir consacrer du temps artistiquement, au tournage. Donc ça coûte des sous, ça. Vous avez dit tout à l'heure que pour votre premier film, pour Elle l'adore, vous aviez passé beaucoup de temps avec la première productrice, qui vous avait soutenu dans dans la fabrication dans la Du fabrication du scénario, film, du scénario, du ouais. scénario. Le temps entre le moment où vous avez l'idée du scénario et le moment où vous savez que vous allez pouvoir faire le film, ça a été quoi pour Pupille? Ça, pour Elle l'adore, ça avait pris à peu près 8 ans, 8-9 ans, et pour Pupille, ça a pris, 1 an et demi, à peu près, oui, c'est ça, 1 an et demi, 2 ans, le temps de entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où j'ai écrit le scénario. L'écriture m'a pris, on va dire, à peu près 1 an et demi, documentation, comprise et après il s'est monté, on va dire, relativement, facilement. Dans les 8 ou 9 ans qui ont précédé la réalisation d'Elle l'adore, bon, vous avez d'autres activités, vous êtes comédienne, vous avez écrit un livre, vous avez réalisé notamment plusieurs épisodes de la série fameuse 10%, Alors ça, mais c'était après Elle l'adore. c'était après Ouais, Elle ouais. l'adore. Non, avant j'ai fait, pendant l'écriture, en fait, l'écriture déjà m'a pris un certain temps, hein. M'a pris plusieurs années parce que j'ai fait beaucoup de versions de scénario, parce que j'étais novice, parce que bon, voilà, ça s'écrit pas comme ça un scénario, en tout cas moi pas et donc ça m'a pris beaucoup de temps d'écriture. Entre-temps, j'ai fait du théâtre plutôt moi et j'ai fait des enfants aussi, j'en ai fait 2. Mais sinon après j'ai rencontré tout ce qu'on peut rencontrer sur le parcours, dit du combattant, du 1er film, c'est-à-dire tout prend du temps quoi. Faire lire un acteur, ça lui prend, si on a de la chance, ça va lui prendre 1 semaine. Si on a énormément de chance, mais ça peut prendre 2-3 mois. Le temps d'attendre sa réponse qui est négative, il faut retrouver quelqu'un, réenvoyer et cetera et ça pour tous les rôles, mais en tout cas on se base, on va dire, sur les 2-3 rôles principaux. Et puis après, c'est des rendez-vous avec, des guichets, des gens qui donnent des sous, donc c'est-à-dire les chaînes de télé, les distributeurs, vraiment les plus ceux qui donnent le plus d'argent et évidemment le CNC. Tout ça, c'est des dépôts de dossiers, c'est des délais d'attente, c'est des échéances, des rendez-vous. Après, on attend, après le rendez-vous, la réponse et cetera et j'avais, en permanence, une succession de réponses, positives et encourageantes, que ça soit du point de vue des acteurs ou même, des distributeurs, par exemple. Et puis après, ça s'écroulait pour une raison ou pour une autre, parce que quelqu'un finalement disait non, ou alors c'était, un acteur qui était envisagé, qui avait dit oui, et puis, le distributeur disait: «Oui, moi je suis d'accord pour le scénario avec réécriture et sans cet acteur», et cetera, et cetera, et cetera. Donc, suffisamment de réponses, positives et chaleureuses pour, avoir envie de continuer et de se dire qu'il y a peut-être quelque chose derrière, mais pas suffisamment pour arriver à monter le film. Grosso modo, sur Elle l'adore, puis sur Pupille, vous avez combien d'interlocuteurs financiers, de partenaires financiers qui doivent donner leur accord pour le film? Hem, cette, donnée est un peu en train de changer, avec, la
on va dire, la crise et puis l'évolution, globale, il y a les guichets d'avant, donnent moins qu'avant, donc il en faut plus. En fait, il faut convaincre plus de monde. Ça va être la réalité et c'est la réalité depuis quelques années. Sur Elle l'adore, en gros, il faut quand même trouver, on va dire, basiquement, une chaîne et un distributeur. Ça, c'est déjà, les 2 plus gros, on va dire, pourvoyeurs d'argent et je pense que pour que Elle l'adore, on avait eu, TF1 contre toute attente. Moi, je pensais que c'était vraiment un film France Télé. France Télé a dit non et TF1 a dit oui. Alors là, c'était vraiment sorti du chapeau, je sais pas comment. Canal+ a dit oui et Studio Canal a dit oui. Ça, c'était nos et Ciné+ après, a dit oui, mais c'était un moins gros montant, mais enfin ça aide bien aussi, hein. Ça voilà et en plus, il y a les régions. Moi, j'ai pas eu de région pour Elle l'adore. Voilà, tous ces guichets-là et je n'ai pas eu le CNC, je n'ai pas eu d'aide, pour le premier film. Donc voilà, une chaîne, TF1, Canal+, 2 chaînes et un distributeur et là, on commence à avoir un début de confortable. Là, on peut commencer à être prise au sérieux du côté des financiers. Est-ce que du côté du contenu, du propos, du scénario du film, est-ce que certains de vos interlocuteurs veulent intervenir autrement qu'à la marge? Vous avez donné l'exemple d'un distributeur qui voulait pas d'un comédien et qui voulait pas tout à fait du scénario, enfin qui voulait peut-être que vous Oui, oui, fassiez qui va Taxi vouloir 8 un d'ailleurs, peu de c'est re possible. un peu de retravail. Mais est-ce que vous devez affronter de ces différents partenaires financiers, est-ce que vous devez affronter beaucoup de ce qu'on appellera par euphémisme des suggestions et sans euphémisme des pressions? C'est-à-dire, j'appelle pression le fait de dire: «Écoutez, si vous voulez mon argent, il va falloir quand même que ça aille dans ce sens-là». Ah oui, tant au niveau du casting, évidemment, très fort. Pas avec telle personne, avec telle personne. Il y a même un distributeur pour Elle l'adore qui nous avait fait une liste des 5 acteurs et 5 actrices qu'ils estimaient être les bons et je pouvais piocher là-dedans, mais je pouvais pas piocher, au-delà et évidemment, ce qu'on appelle des retours de lecture. Ils font des retours de lecture, des commentaires sur le scénario en disant: «La fin, moi je trouve que nin ça là-dessus, je trouve pas». Je me souviens par exemple que, pour, Elle l'adore, Canal+ avait fait, il y avait, 14 points je crois dans le scénario qui les chiffonnaient, qui trouvaient pas ça assez ou un peu trop ou bon, ça c'est là où les producteurs, arrivent avec aussi leur détermination et leur assise dans le métier. Moi, je sais que j'ai des producteurs, j'ai cette chance-là, qui tout d'un coup ont suffisamment d'autorité, on leur fait suffisamment confiance aussi et c'est un positionnement qu'ils ont aussi dans les rendez-vous de dire, «Bah, je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, j'ai pas de problème avec la fin, hein. Elle est super la fin comme ça là». Donc après, tout d'un coup, c'est un autre rapport de force parce que des producteurs un peu moins ils ont tellement besoin, envie et c'est bien normal de cet argent, c'est fondamental que bien sûr, ils peuvent dire, «Ah oui, c'est intéressant, ouais, 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 bah oui, je vais jouer, on va retravailler là-dessus du coup», ouais. Mais ça peut moi j'ai retravaillé, pour Canal+, hein, dans les endroits où ça faisait écho, on va dire, où je me disais: «Oui, c'est peut-être pas faux pour de vrai». Mais c'est vrai que ces retours de lecture, ils sont parfois, bah, il faut c'est des gens quoi et donc après c'est des commissions. Quand c'est des régions, quand c'est le CNC, c'est pas, 2 personnes, c'est plein de personnes qui arrivent avec leurs sentiments, leurs ressentis. Enfin voilà, hem je sais qu'on devait parler de pupilles, mais par exemple sur Elle l'adore, il y avait un point, moi j'étais très, très, pas sûre de moi, mais en tout cas j'étais sûre de ce que je voulais pas filmer et pas faire. C'est-à-dire que bon, dans Elle l'adore, c'est un personnage de chanteur et il ne chante jamais. Pendant tout le film, il chante jamais. On le voit jamais chanter. Mais par contre, je savais à quel point c'était important d'asseoir la vérité de ce personnage et de sa notamment de sa popularité, de sa notoriété en tant que chanteur. Donc je savais que mon pari, c'était d'asseoir justement cette notoriété par tous les à côté, on va dire, parce qu'on s'est vraiment emmerdé à faire une vraie carrière en termes de nombre d'albums, de pochettes d'albums, de tout le merchandising, les objets, voilà, inhérents à sa vie d'artiste, mais par contre, il chanterait jamais. Ça, c'était un point qui revenait souvent sur, «Ça va trop manquer, c'est impossible de faire un film sur un chanteur qui chante pas, il faut au moins qu'il ait une chanson, qu'on sache qu'il chante et tout»
Et moi, je disais: «Mais je veux bien le faire, je veux bien essayer d'écrire une chanson, mais je sais que je n'ai pas du tout envie de filmer ça, je sais que moi-même je ne vais pas y croire, ça me tombe des yeux, je n'ai pas envie, c'est je sais que c'est pas mon envie de réalisatrice». Donc il a fallu un peu résister là-dessus et que quelqu'un, des gens, fassent confiance à ce parti pris, voilà, heu et au final, je suis bien contente qu'il chante pas, mon chanteur. Et je me souviens même qu'il y a des gens qui ont dit: «Ah, quelle bonne idée qu'il chante pas!» Mais c'est vraiment une ou alors il fallait faire un film où il en faut plusieurs et c'est super, des chansons. Moi, j'adore ça en plus, les films musicaux. Mais je trouvais que c'était pas le truc, quoi. Moi, je voulais qu'on y croie, mais par d'autres choses et sur les autres choses, pour le coup, on n'a pas lésiné en termes de travail. Donc vos producteurs sont à la fois vos premiers financiers et en même temps vos avocats en quelque sorte auprès des autres, des autres qui vont concourir au financement d'un film. On vient de dire ce qui s'est passé ou d'évoquer en tout cas ce qui s'est passé pour Elle l'adore. Vous avez aussi dit comment l'accueil réservé à Elle l'adore avait facilité votre deuxième film qui en effet sort sur les écrans 2 ans après le premier. Et votre idée du scénario de Pupille vous vient après que Elle l'adore est sorti. Oui, juste pour clore sur pour clore ou pas d'ailleurs, sur le truc des producteurs, c'est des avo c'est peut ça peut être des avocats, c'est surtout les avocats du film. C'est-à-dire que c'est ceux qui m'accompagnent au développement du scénario, tant du point de vue du financement du développement, hein, que des retours sur le scénario. Ils font partie de mes lecteurs et j'en ai très peu quand j'écris. Donc effectivement, quand on s'est dit: «Bah, nous, le scénario, il nous plaît», on est assez, pas sûrs de nous, mais enfin, eux-mêmes sont assez convaincus vu qu'ils ont suivi l'écriture étape après étape et qu'ils m'ont fait des retours, que je les ai entendus, écoutés, parfois convaincus, parfois c'est eux qui m'ont convaincue. Et après, c'est là où ce sont des grands producteurs, c'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent que vous fassiez le film que vous voulez faire. Ils sont là pour que je fasse le film que je veux faire, moi, et qui vont mettre tout à partir du moment où aussi ils sont d'accord avec ce que je veux faire, mais quelque part, parfois, ils voient pas trop ce que je veux faire, mais ils me font confiance quelque part. En ça, c'est des grands, grands producteurs, vraiment. Heu, Pupille, l'idée est venue effectivement après Elle l'adore. J'ai fait 2 projets. J'ai fait un projet de théâtre et j'ai fait 2 épisodes de 10 et le projet de théâtre, c'était L'or et la paille. C'était une pièce de Barillet-Grédy que j'ai mis en scène et c'était pendant les répétitions de ce film de Barillet-Grédy. J'ai eu un coup de fil. J'étais à Aix-en-Provence et j'ai eu un coup de fil d'une proche qui m'a laissé un message et je savais que cette, proche était sur le parcours pour devenir, maman, adoptante, depuis longtemps et elle me laissait un message pour me dire que, bah, ça y est, les services m'ont appelée, ils ont un bébé pour moi, voilà, c'était un message qui durait quelques minutes et elle était dans la rue, elle marchait, j'entendais que son pas était voilà et son corps était en mouvement, je l'entendais à sa voix et elle était extrêmement émue et elle était à la fois très paniquée et bouleversée et ça m'a bouleversée totalement. Je me souviens très bien que je commençais à bah, j'ai eu immédiatement les larmes aux yeux, la chair de poule, et il y a quelque chose qui s'est allumé en moi sur, tout ce qu'elle me disait, c'est-à-dire un bébé. Je me suis dit: «Ah bon, un bébé?» Elle me dit: «Il est français, il est en bonne santé et il a 5 mois». Je me suis dit: «Ah bon?» Enfin tous les qu'est-ce qui est ce bébé? Qui s'en occupait? D'où vient-il? Pourquoi elle a l'air d'être surprise? Pourquoi ils la préviennent au dernier moment? Parce qu'il y avait dans son coup de fil, elle disait: «Bon bah là, je vais, la semaine prochaine, je la rencontre, pour la première fois et si tout se passe bien, dans 5 jours, elle est chez moi, c'est maintenant qu'il faut que tu me dises comment on élève un bébé, c'est maintenant qu'il faut que tu m'en parles, c'est maintenant qu'il faut que tu me racontes». Enfin bon, c'était très émouvant et je me suis dit: «Il faut absolument que j'aille chercher, qui sont ces bébés et pourquoi mon amie est dans cet état-là précisément?» Cette espèce de cocotte minute de sentiments, contradictoires là. Elle avait à la fois extrêmement peur et voilà donc j à la suite de ça, j'ai fini ma mise en scène
Et je me suis, attelée, je lui ai demandé l'autorisation d'aller non pas raconter son parcours à elle, ni l'histoire de son bébé à elle, mais d'aller me renseigner sur ce que c'était que l'accouchement sous X et ces bébés français, nourrissons qui sont remis à l'adoption. Voilà. Et là, vous commencez un travail de journaliste, Heu, oui, de peut-être. documentaliste, Oui, d'enquêtrice entre guillemets, enquêtrice, ça me fait plaisir parce qu'on dirait que c'est Columbo, puis moi j'aime bien Columbo, mais oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que je me mets à chercher du côté de l'adoption. Je mon amie me dit, «Oui, oui, tu» elle me dit: «Je suis d'accord pour que tu ailles, chercher de ce côté-là, mais tu ne racontes pas notre histoire». J'ai dit: «Non, c'est évident, ça n'est pas mon intention» et elle me dit: «Je vais te donner un contact de quelqu'un, mais pas qui n'est pas en région parisienne, parce que je ne veux pas que tu fouilles en région parisienne». Je comprenais pourquoi, et donc elle m'a donné le contact d'une femme qui travaillait dans l'adoption, qui était, à la retraite à ce moment-là et qui habite à Brest. Ça n'est pas la porte à côté. Et je l'ai au téléphone, je l'appelle pour lui dire: «Bah, voilà, j'ai des questions sur l'accouchement sous X, tout ça» et puis on fait un coup de fil de 2 heures et je lui dis: «On peut en refaire un?» «Oui, oui, bien sûr, on en refait un» et puis au bout du deuxième coup de fil, elle me dit: «Mais pourquoi tu viens pas me voir? Viens me voir, je vais te présenter des gens parce que moi je connais tout le monde là-bas, nin». Je lui dis: «Bah, bien sûr, on va faire ça». Je suis allée la voir et là, elle a commencé à me présenter des personnes là-bas. Elle m'avait organisé comme ça, 3-4 rendez-vous sur 2 jours. Sur vraiment les gens qui prennent en charge, l'accouchement sous les femmes qui remettent leur enfant et cetera et heu et puis à l'issue de ce voyage, il y en a une qui m'a dit, «Bah, pourquoi tu reviens pas? Parce que la prochaine fois, on pourra te présenter Chantal, hein. Chantal, on peut lui présenter Chantal et puis il y a Jo aussi, qu'est-ce que tu en penses? On pourra» «Ah oui, Jo, c'est une bonne idée». Donc en fait, ça a été une espèce de chaîne de femmes qui m'ont fait ricocher de femme en femme et au final, j'ai fait, 4-5 voyages à Brest, à chaque fois de 2 jours, 3 jours, où j'ai commencé aussi à me rapprocher, hein, de ces femmes, c'était beaucoup des femmes, quelques hommes aussi, hem et où j'ai rencontré toutes les c'est vraiment une chaîne, un collectif qui prend en charge ces bébés. J'ai rencontré tous les maillons de cette chaîne, en fait. Heu, Pas dans le cadre de leur travail, je n'ai pas été les voir travailler, je n'ai pas été dans des réunions, je n'ai pas par contre, je leur ai demandé à tous, toutes et tous de me raconter leur travail. C'est des récits que j'ai accumulés. Je les ai enregistrés, je leur ai posé des questions et je les ai fait se raconter et j'ai comme ça collectionné des récits de vie et de travail et après, une fois que j'avais bien compris, c'était quand même assez complexe pour, quelqu'un qui connaît rien aux services sociaux, aux services de l'État et tout ça. Je voyais du cinéma partout, tout le temps, quoi et ça il y a eu un moment très déterminant, c'est quand, cette femme m'a expliqué à quel point on portait le bébé et on le portait dans tous les sens du terme, notamment en lui parlant et ces professionnels passent leur temps à parler au bébé pour lui expliquer, pour lui dire les choses, pour être dans une clarté, dans une solidité, de parole et qui est très soutenante pour le bébé, heu et alors ça, je me suis dit tout de suite que c'était du cinéma et que c'était un dispositif de cinéma qu'on ne connaissait pas, des adultes qui parlent aux bébés tout le temps et ça m'a beaucoup plu tout de suite. et de fait, dans votre film, les adultes parlent. Et d'ailleurs, l'un des moments qui fait basculer le bébé dans un, le dirige dans une route compliquée, c'est le moment où sa mère biologique, euh, qui est censée lui parler pour lui Lui dire au expliquer revoir. qu'elle le quitte, lui dire au revoir, n'y parvient pas. Et oui, personne ne le sait. Donc il faut rattraper ce mauvais coup puisque le bébé s'éteint tout doucement, faute non pas de parole, puisque tout le monde autour de lui parle, mais faute de la parole de sa mère biologique qui n'a à ce moment-là encore jamais entendu. Euh, Vous avez recueilli toute cette documentation. Vous avez aussi, ou vous êtes aussi, j'imagine, fait une idée du genre de personnes qui travaillent dans ce type de service. Oui, oui, bien sûr et c'est marrant un peu ce que vous dites sur
le bébé qui ne rentre pas dans la vie, à qui la maman n'a pas correctement dit au revoir. Et ça provoque des problèmes de développement pour lui dans un premier temps. C'est un élément qui est indispensable, qui est vraiment très fort du scénario, et il est arrivé à la 3e version du scénario. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans la première, ça j'en suis certaine. Il était peut-être même pas dans la 2e version. C'est-à-dire qu'au début, mon bébé, il allait plutôt bien. Et puis après, je me suis dit, mais non, mais en fait, pour montrer à quel point ces services travaillent bien, sont outillés, professionnels, attentifs, il faut que mon bébé n'aille pas bien. Il faut que je leur pose des problèmes, sinon on ne sait pas à quel point ils sont forts, quoi. Donc, j'ai commencé à mettre des problèmes de développement à mon bébé. Et j'avais le choix entre 2 problèmes différents, parce qu'un bébé qui ne va pas bien, quand on commence à étudier son langage qui n'est pas verbal, mais sa façon de communiquer, en gros, soit c'est un bébé, je la fais courte, qui est incalmable, qui pleure beaucoup, qui ne se calme pas dans les bras, voilà, qu'on n'arrive pas à calmer, à rendre serein, confortable. Et ça, c'est très, très dur. Là, tous les professionnels m'ont dit: «Un bébé qui est incalmable, c'est horrible», et ça met énormément de tension parce que forcément l'adulte, au bout d'un moment, se remet profondément en question et commence à en vouloir au bébé. Enfin, c'est vraiment dur. C'est pour ça qu'il y a des bébés secoués et tout ça, hein, dans la vie, hein, c'est insupportable. Mais il y a aussi des bébés qui ne vont pas bien parce qu'ils ne rentrent pas dans le lien, ne rentrent pas dans la vie, et c'est des bébés que moi j'appelle sentinelles, c'est-à-dire ils attendent quelque chose, ils sont en veille et ils ne pleurent pas. Alors ça, je me suis dit: «Ça, c'est une rudement bonne idée». Un bébé qui ne pleure pas, pour nous tous, c'est un bébé qui va bien, et pour ces professionnels, ils comprennent tout de suite que c'est un bébé qui va pas bien. Et donc j'ai choisi cette problématique de développement-là qui, pour moi, était beaucoup plus impressionnante, c'était un pari aussi, hein, de cinéma quelque part. Bref, ces femmes que j'ai rencontrées, ces hommes aussi, oui, je les ai, évidemment, elles m'ont tout de suite été assez sympathiques. Ça n'empêche pas qu'il y a des femmes, extrêmement névrosées là-dedans, et forcément des personnes en abus de pouvoir de temps en temps, et bref, des gens qui travaillent pas bien. Moi, j'avais choisi de montrer des gens qui travaillaient bien, et plutôt des services qui fonctionnaient bien, pas qui dysfonctionnaient. Et je les ai trouvées toutes, d'abord, moi j'ai de la sympathie pour ceux qui travaillent dans le soin, hein, qui sont dans le soin aux autres, et je les ai trouvées compactes, en fait. Elles étaient très denses toutes, très denses et compactes. Elles étaient pas forcément douces, elles étaient pas il y en avait qui étaient un peu sèches comme ça, mais toujours il y a quand même une arrière-pensée, une ouverture sur l'autre qui est quand même assez chouette. Dans ce que vous racontez sur le choix du type de bébé, bébé hurlant ou bébé au contraire sentinelle, ça aboutit le choix du bébé sentinelle, du bébé qui est, qui est sur le bord, qui n'est pas encore rentré, ça aboutit à une séquence à la fois émouvante et drôle et humoristique, et le moment où enfin il pleure. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de voir des adultes se réjouir presque bruyamment du fait qu'un bébé, qui en général fait passer des nuits de marin, comme dit, je crois, à un moment donné, le personnage joué par Gilles Lelouch, qui joue d'ailleurs le personnage d'un ancien, marin, on n'a pas l'habitude de voir des adultes se réjouir d'entendre un bébé pleurer. Vous, Oui, oui, exactement. vous faites ce travail de documentation, vous construisez votre premier scénario, et dès ce moment-là, vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous avez certains comédiens, étaient plus d'ailleurs certaines comédiennes en tête, Sandrine Kiberlin, avec qui vous avez tourné Elle l'adore, Olivia Cotte, qui sera aussi dans ce film, et puis à quel moment des figures de comédiennes et de comédiens arrivent dans votre projet? Effectivement, j'écris, tout de suite pour Sandrine Kiberlin. Ça, c'est quelque chose qu'on a décidé, que je me suis dit dès, le tournage d'Elle l'adore, et la post-prod d'Elle l'adore et tout ça, c'était très, très fort cette rencontre avec, Sandrine. Il y avait quelque chose qui faisait clic, quoi, entre, ce que j'écris, et ses qualités d'interprète. Elle a une très, 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 très bonne compréhension de ce que j'écris, à tous endroits.
Donc je me suis mise à écrire en pensant à elle et pour elle. Olivia évidemment pareil. Gilles Lelouch, bien que ne le connaissant pas du tout, aussi. Parce que je cherchais un personnage, je voulais un homme, extrêmement masculin, qui incarne, quelque chose de terrien, de viril, de manière cliché, on va dire et qui en même temps a une rondeur et une, tendresse, qui n'est pas toujours mobilisée dans les films, qu'on lui demande pas tout le temps de mobiliser, on va dire, mais qu'il a en lui. Je trouve que ça se voit beaucoup, moi. Donc Gilles, et Clotilde Mollet aussi est arrivée assez rapidement parce que c'est une actrice de théâtre que j'adore, voilà, que j'aime profondément, tout le temps voir jouer, elle m'intéresse tout le temps, elle rend tous les textes intéressants, Elle joue l'assistante sociale pour nos elle auditeurs. joue. Il y a deux personnages d'assistante sociale dans le film. Il y a Oui, Olivia Code joue une assistante sociale et elle fait l'assistante sociale qui vient, auprès de la maman qui remet l'enfant. Ça et s'appelle qui est la une gardienne du secret de la mère exactement, biologique. exactement, la recueillante, on appelle ça. Et après, bizarrement, ce personnage d'Alice, qui était quand même un personnage très important, j'ai pas tout de suite pensé à Élodie Bouchèze. Je l'ai d'abord envisagé avec une autre, comédienne pendant quelques mois d'écriture. J'avais quelqu'un d'autre en tête et puis un jour, j'ai pensé à Élodie Bouchèze. Je crois même que c'est en croisant son agent, je n'arrive pas à savoir, j'arrive pas à remettre dans l'ordre, mais il est tout à fait possible que j'ai croisé son agent. C'est vraiment bizarre. J'étais, à Roland-Garros avec mon fils, on m'avait invitée, ça faisait longtemps que j'avais pas été, j'ai amené mon petit garçon et c'était un jour de pluie à Roland-Garros, très fort, donc on était tous tankés sous des tentes, des grandes tentes là, Lacoste ou je sais plus quoi et à table, on était tous attablés, un peu trempés, on se faisait un peu chier parce qu'on attendait que ça reprenne et je me suis retrouvée à côté d'un agent, qui était là et il me dit: «Ah bah, vous êtes réalisatrice vous?» Je dis: «Bah oui». Il me dit: «Mais je suis agent moi». «Ah d'accord, OK, vous êtes agent de qui? Gna gna gna». On parle un peu boutique comme on dit et il me dit: «Bah, Élodie Bouchèze». Je dis: «Ah mais j'adore Élodie Bouchèze». Il me dit: «Ah bah oui, elle est géniale». Je dis: «Mais oui, putain, elle est géniale». Et incapable de savoir si j'y avais pensé avant et du coup ça me l'a confirmé ou si c'est de là que c'est parti. Mais c'est cet après-midi pluvieuse à Roland-Garros qui a fait rentrer en tout cas définitivement Élodie Bouchèze dans ma tête. Et donc après j'avais quand même un casting assez complet, pendant que j'écrivais parce que tous les autres, à l'exception de 2 personnages, tous les autres rôles, je les avais bien en tête quand même. Alors, vous avez mentionné Gilles Lelouch, qui joue donc cet assistant maternel. Euh, je- Au moment de la sortie du film, un très grand nombre de commentaires ont souligné ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on ne l'avait jamais vu de cette manière-là et qu'il y réussissait particulièrement bien. Et dans l'un des documents que vous m'avez envoyé, je me souviens plus lequel, vous racontez comment vous êtes en train d'écrire votre scénario dans un bureau en dessous duquel se trouve Oui, Gilles Lelouch qui est en train d'écrire Le Grand Bain, qui est son film. Enfin, il fait la prépa voilà, c'est la prépa du Grand la Bain, ouais. préparation de son film. Et, euh, et vous entendez sa voix. Alors, bien sûr, comme tout le monde, et notamment tout le monde dans le métier, vous le connaissez, en tout cas, vous savez quel genre de comédien il est. Mais il y a une chose, pardon, mais c'est la déformation de quelqu'un qui a beaucoup fait et aimé la radio. Vous dites à quel point sa voix, si je vous ai bien lu, achève de vous persuader qu'il est l'acteur de la situation. Oui, oui, c'est vrai que je pense à lui pendant toute l'écriture, parce que je vois immédiatement son corps et son visage et tout, mais j'ai pas une grande intimité avec lui, je le connais pas vraiment dans la vie non plus, donc et plein de fois, je me dis: «Mais je trouverai quelqu'un d'autre», parce que j'avais tellement peur, j'aimais tellement ce personnage et bizarrement, je ne doutais pas un seul instant qu'il l'incarnerait très bien, mais j'avais peur de son image publique. Je me suis dit: «Ah, mais est-ce qu'on va y croire qu'il est assistant familial à Brest?» Est-ce que son image publique est pas un peu, vampirisante? Est-ce qu'elle va pas dégrader le personnage? Est-ce qu'il va pas pouvoir ne pas lutter contre ça? Nin Donc pendant tout le truc, je me disais: «Bon, là, je pense à lui, mais je trouverai quelqu'un d'autre. Je penserai à quelqu'un d'autre. Il y a bien quelqu'un d'autre qui peut faire ça» et c'était pas très fructueux quand j'essayais de faire des listes, mais enfin, j'essayais quand même d'en faire
Et c'est vrai que moi, j'avais mon petit bureau aux productions du Trésor et Shifumi, là, à l'étage, et j'ai un tout petit bureau, très très caverne pour moi, et en dessous, il y a des grandes pièces comme ça, et il est venu et il a commencé à faire la prépa du film Le Grand Bain. Donc la prépa, ça consiste quand même beaucoup à parler, hein. À ce moment-là, on n'est plus dans l'écriture, on est dans le partage des informations. Donc il était avec ses collaborateurs, il parlait et j'entendais sa voix, et donc moi, j'écrivais des dialogues où il parlait, mais en dessous, j'avais sa voix et je l'entendais parler, et c'était assez troublant, et c'est vrai que, bah, je me disais que ça collait quand même assez bien, hein, cette voix-là, et Pour avoir beaucoup fait de radio, j'ai beaucoup entendu des gens me demander si tel ou tel de mes confrères, de mes consoeurs de la radio ressemblait à sa voix. Et en général, non. Euh, Très rare qu'une personne ait un physique qui corresponde à sa voix. Et même quelquefois, on est stupéfait par la différence. Par contre, je crois que ce qu'on apprend, c'est que les voix ne mentent pas beaucoup sur les personnalités. En tout cas, elles en disent beaucoup sur les personnes et sur les personnalités. Et j'imaginais comme ça comment la voix de Gilles Lelouch pouvait vous convaincre qu'à l'intérieur de cette enveloppe de costaud des Batignolles, comme on disait autrefois, il y a cet assistant maternel qui est en plus, c'est d'ailleurs une des marques du film, qui est totalement exempt de mièvrerie. D'abord, peut-être parce qu'au début, il n'a pas envie d'accueillir cet enfant et que même il a envie de fiche le camp et de ne plus faire un autre métier. Mais bref, c'est le personnage masculin principal, évidemment, du film. Mais le film est aussi une espèce de festival de féminité, de festival de type féminin, je dirais, de festival de féminité avec un S oui. à féminité. Vous en êtes consciente dès le moment où vous choisissez les actrices, ou c'est les choix que vous faites qui vous rendent consciente de cette diversité féminine? Non, c'est dès le départ. Je pense que je m'attelle à un sujet, à un cadre. J'inscris mon histoire dans un cadre où il y a beaucoup de femmes, c'est un fait, dans le réel aussi. D'ailleurs, je viens y placer un homme opportunément pour le cinéma, un endroit où il y a pas beaucoup d'hommes, même s'il y en a de plus en plus, il y en a quand même très, très, très peu. Je vais, on va dire, c'est une rareté et ça m'intéresse. Mais effectivement, ce ballet de femmes-là, quelque part, c'est même, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement stimulant et appétissant. C'est que ça va du coup être une variété d'actrices. C'est vraiment toujours les scénarios, je les pense comme des partitions, et ces partitions, je les pense pour des interprètes et des acteurs, en me disant, que j'ai hâte qu'ils la jouent, et du coup, là, c'est oui, effectivement, la multiplicité des personnages féminins et des types de féminité, je le sais tout de suite, et au-delà de ça, du point de vue du casting, des familles d'actrices aussi, au pluriel. C'est-à-dire, il y a des connues et des pas connues, il y a des actrices de cinéma, il y a des actrices de théâtre, il y a des actrices de télé, il y a vraiment tout type de génération, et de notoriété. Donc oui, oui, ça c'était, plus pas un souci, c'était vraiment, à la fois un objectif et un plaisir pour moi. Jeannery, merci. Je vous propose que nous interrompions provisoirement notre conversation sur l'évocation de ce festival de féminité et que nous nous retrouvions la semaine prochaine pour la suite de nos échanges.